Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça se passe sur planetengé.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Corradi. Alors, Olivier, c'est un peu une guest star dans le milieu de l'énergie et de l'ingénierie. Ça va pas parler forcément à tout le monde, mais moi, je suis ravi de l'avoir. C'est le fondateur ou cofondateur, tu me corrigeras, du site Electricity Map et qui permet à tous les tweetos de l'énergie de poster et de démontrer que certaines stratégies énergétiques sont meilleures que d'autres pour le climat. Voilà, donc j'espère que l'intro est correcte. Olivier, bonjour et je te laisse te présenter aux auditeurs. Salut, bonjour. Donc Olivier Corradi, je suis effectivement de formation ingénieur. Je suis également franco-danois. Donc là, j'habite au Danemark. J'ai fait mes études un peu dans les deux pays et j'utilise toujours un peu ce fait pour en introduction parce que les systèmes énergétiques en France et au Danemark sont diamétralement opposés et ça crée toujours de bonnes discussions par la suite. Alors, tu vas nous parler un peu du Danemark. Est-ce que c'est le fait d'avoir été au Danemark qui t'a poussé déjà à te lancer dans ce projet? On va expliquer après, hein, vous inquiétez pas, ce qu'est Electricity Map évidemment. Mais en tant que bon intervieweur, je rebondis sur les mots et les thématiques qui me tombent sous la main. Donc voilà. Est-ce que le Danemark t'a influencé? Tu es franco-danois, donc tu es de nationalité Ouais. danoise aussi. Est-ce que ça t'a influencé dans le choix de te lancer dans ce projet? Oui, absolument, parce que alors au Danemark, il faut savoir qu'on a un système électrique qui est beaucoup basé sur de l'éolien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques justement d'intégration d'énergie renouvelable dans le système électrique, donc beaucoup de prédictions de puissance, etc., savoir quand est-ce que le vent va souffler, ce genre de choses. Et j'ai souvent vu des articles dans les médias qui disaient, bah voilà, tel pays a enfin réussi à couvrir toute sa consommation électrique avec du vent, c'est génial, on a tout réussi. La transition est faite et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, je ne sais même pas pendant combien d'heures ça a duré, quel était l'état de la situation». Ce serait quand même pas mal si on avait une visualisation qui nous permettait de voir un petit peu en temps réel, à quel point est-ce que le vent souffle et que se passe-t-il au moment où le vent ne souffle pas? Comment est-ce qu'on gère le système électrique? Donc voilà, c'était vraiment un peu le début du projet, c'est venu effectivement un peu de la spécificité danoise. OK, je comprends. Du coup, explique-nous un petit peu, ce qu'est Electricity Map, ce que ça fait en version gratuite et est-ce que derrière, tu as un business model associé à ça aussi? Oui, alors maintenant déjà c'est Electricity Maps, gros rebranding qu'on a fait, Ah, l'année d'accord. dernière, petite subtilité. Mais donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet en temps réel de visualiser l'origine de l'électricité qui est consommée partout dans le monde. Quand on parle d'origine d'électricité, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'elle est produite localement, mais aussi, d'où est-ce qu'elle provient, c'est-à-dire les imports et les exports. Donc par exemple, en France, de temps en temps, on a, ou même, pas relativement souvent, cet hiver, on a l'électricité qui provient, des pays frontaliers, donc par exemple de l'Allemagne. Et donc si on veut connaître les émissions de CO2 qui sont associées à la consommation d'électricité, par exemple en France, il faut comprendre comment elle est générée localement.
mais aussi comprendre comment est-ce que les voisins la génèrent et ces voisins peut-être se procurent d'ailleurs aussi à l'étranger et donc il va falloir remonter comme ça toute la chaîne des imports. Donc on pourra revenir un peu sur ce sujet technique. Mais donc Electricity Map, c'est avant tout une visualisation sous forme d'une application. Et après, le reste de la plateforme, c'est quelque chose qu'on met à disposition à nos utilisateurs payants, nos clients, qui vont utiliser ces données pour les imbriquer dans différents produits. Un exemple, par exemple, c'est que Windows a commencé à intégrer nos informations, notre data dans Windows, qui maintenant fait des choix plus intelligents et judicieux par rapport à quand est-ce que l'ordinateur va consommer de l'électricité pour, par exemple, faire des mises à jour de Windows Update. Et ça, c'est uniquement un premier exemple. Il y a bien d'autres choses qui vont arriver par la suite. Oui, parce que juste pour recadrer un petit peu et expliquer aux gens, l'électricité, elle produit du CO2 en fonction de son mode de création, c'est ça? Voilà, alors si vraiment je prends si vraiment on prend un peu de recul, en réalité, quand on regarde le problème du changement climatique, on se rend compte que la majorité des gaz à effet de serre proviennent du secteur de l'énergie, et dans le secteur de l'énergie, on a quoi? On a l'électricité, mais on a aussi les transports, qui au final consomment de l'énergie. Donc c'est pour ça que je mentionne le côté énergie comme le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Et après, la solution qu'on a pour régler le problème du changement climatique, la plus grande solution en réalité, c'est de dire électrifions les usages. Et à côté de ça, il faut aussi faire en sorte que l'électricité soit verte. Et nous, en fait, on s'attaque au problème de est-ce que l'électricité, elle est réellement décarbonée? Et actuellement, il s'avère que quand même la majorité de l'électricité dans le monde, malheureusement, ne provient pas de sources décarbonées, dont le charbon est le principal responsable. Alors c'est flagrant, on utilise, souvent, les illustrations de la carte. Donc on voit, les pays en vert sont les pays qui produisent une électricité, peu carbonée. Les pays en marron foncé, une électricité très carbonée. Heu et c'est intéressant. On peut expliquer aussi, comme tu l'as dit, que certains pays, comme le Danemark ou l'Allemagne, se sont tournés fortement, vers les énergies renouvelables il y a très longtemps, l'éolien et le solaire. Et pourtant, quand on regarde, l'Allemagne, par exemple, la couleur, utilisée, enfin la couleur, résiduelle est souvent, très foncée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pourquoi? Et est-ce que c'est vraiment juste de regarder à un temps donné les couleurs? Est-ce que c'est pas un peu biaisé? Est-ce que ça biaise pas un peu la vision qu'on a du modèle, 100% énergie renouvelable? Alors je vais commencer par répondre à ta deuxième question et effectivement, très longtemps sur Electricity Maps, on ne pouvait que voir une vision instantanée qui en fait était gênante parce que tu avais, des partisans, d'une des 2 religions, soit le nucléaire, soit le renouvelable, qui prenaient en fait une capture d'écran au bon moment, pour, étayer leurs propos. Donc c'était un peu gênant parce qu'on n'avait pas forcément une base, hyper factuelle parce que bien sûr, ce qui compte, c'est de regarder la performance d'un pays sur une durée beaucoup plus longue. Et donc, on a, créé une nouvelle version d'Electricity Maps qui est sortie l'année dernière, où dessus, tu peux maintenant voir des agrégations, au pas de temps, de la journée, au pas de temps du mois et au pas de temps de l'année. Et si tu regardes sur ces pas de temps-là, les conclusions sont un peu différentes. Tu vas avoir un pays comme l'Allemagne ou le Danemark qui est, en tout cas moins vert que, par exemple, en plein milieu de la journée quand tu as beaucoup de solaire, durant une journée où il y a beaucoup de vent, qui est un peu le cas extrême. Donc ensuite, pour prendre le cas, plus spécifique de l'Allemagne, ce qui s'est passé avec l'Allemagne, c'est qu'elle a effectivement investi beaucoup dans le renouvelable. Donc ils ont une capacité renouvelable qui est assez impressionnante. Quand il y a du vent en Allemagne, c'est assez impressionnant de voir la quantité d'électricité qu'ils peuvent produire avec de l'éolien. Pareil avec le solaire, c'est très impressionnant de voir la capacité solaire qu'ils ont. Heu, Par contre, si tu veux vraiment réfléchir au problème du changement climatique, en fait, c'est pas tellement d'avoir des renouvelables, c'est surtout de ne pas avoir du charbon. Et donc, en réalité, s'il te reste du charbon, tu peux avoir autant de renouvelables que tu veux. S'il te reste du charbon, tu vas rester à continuer à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, la couleur sur Electricity Map, en réalité, elle représente essentiellement la quantité de charbon qu'il y a dans le système. Et il s'avère que c'est difficile d'avoir un système où tu peux vraiment enlever le charbon et avoir plein de renouvelables parce que quand tu as un renouvelable qui produit pas d'électricité, il te faut quand même de l'électricité. Donc, d'où est-ce qu'elle vient?
Et c'est là où il n'y a pas 36 stratégies pour avoir de l'électricité décarbonée quand le vent ne souffle pas ou le soleil ne brille pas. Et c'est les barrages que tu vas avoir, donc ils vont faire de l'électricité de source hydraulique. Par exemple, la Norvège fait 100% quasiment d'électricité de cette façon-là. Et ensuite, il reste le nucléaire qui a plein de problèmes, mais en tout cas, il y en a un qui n'est pas un problème du nucléaire, c'est bien le fait de ne pas émettre du carbone. Ça, c'est un de ses gros avantages. D'accord. Donc là, on est vraiment seulement sur la production électrique, la production, les émissions de CO2 par la production d'électricité. Et la deuxième, tu disais MAPS avec un S, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont montées maintenant sur le site? Alors, le côté Maps au pluriel, en fait, il a été lancé parce que justement, on a commencé à donner la possibilité de voir des cartes du passé ou des cartes agrégées. Et donc, la capacité de voir des données mensuelles ou annuelles, c'est justement les autres cartes, en fait, qui sont rendues disponibles par iFestimaps. Ok, d'accord. Comment la donnée, elle remonte? Alors, il y a des États on n'a pas de données. Il y en a où on en voit évidemment en Europe, en Amérique. Ça s'est construit? Comment les données remontent? Est-ce qu'elles sont fiables? Alors, tout au début, sur Electricity Maps, quand je l'ai créé, il y avait que une poignée de pays que j'avais réussi à implémenter, qui avaient des données en open data qui étaient de qualité suffisamment bonne pour être visibles sur la carte. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a eu, j'ai open sourcé en fait la carte, ce qui a fait que il y a eu beaucoup de contributeurs qui se sont intéressés au sujet, des experts de tous les systèmes énergétiques dans le monde entier, qui ont dit ah bah tiens moi je connais bien mon pays, je sais où il y a des données et donc je vais pouvoir les mettre sur la carte. Le challenge qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que la qualité de la donnée a commencé à varier énormément. Donc typiquement, on reçoit les données des gestionnaires du réseau électrique. Donc c'est l'entité en général rattachée au gouvernement qui est responsable de faire en sorte qu'il n'y a pas de blackout, pas de coupure de courant. Donc en général, la qualité de la donnée est assez haute là, mais il y a pas mal d'autres endroits où les données sont partielles ou alors elles vont être retardées. Donc il y a des pays, par exemple, où on va nous donner la quantité d'éoliennes produites, mais en réalité, la quantité d'éoliennes produites, elle n'est pas vraiment, consistante au cours du temps. Des fois, il manque la moitié. Et donc, c'est pas facile de détecter quand est-ce que, en réalité, on nous donne que la moitié, quand est-ce que la donnée est complète. Donc, il y a un vrai challenge de qualité de données à ce niveau-là, où on a construit toute une stack d'algorithmes et de machine learning pour essayer de détecter tous ces moments-là. Et si on détecte que des données sont manquantes ou problématiques, on a des modèles d'estimation qui essayent quand même de faire la meilleure estimation possible en l'absence de données. D'accord. Mais est-ce que tu as des détracteurs justement par rapport à la donnée qui est remontée, toujours actuellement ou pas du tout? Il y a un consensus maintenant pour dire que ce qui est restitué sur le site est fiable? Alors, il y a toujours des personnes qui vont critiquer, surtout parce que le fait qu'on soit temps réel fait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand même pour vérifier les données. Donc du coup, dès qu'on a une source de données qui, d'un seul coup, commence à être problématique, si le système automatique n'arrive pas à détecter l'anomalie, et ben derrière, on va montrer des données qui sont gênantes. On a par exemple eu un peu le problème fin de l'année dernière sur l'Angleterre, où d'un seul coup, notre source de données n'a plus fonctionné. Et après, c'est nos modèles d'estimation qui ont pris le relais et il s'avère que les modèles d'estimation, juste sur la partie éolienne, n'étaient pas super bons parce qu'ils ne prenaient pas en compte suffisamment bien l'aspect météo. Donc là, on a eu pas mal de gens qui ont commencé à critiquer le système. Et donc là, je peux dire que les équipes étaient en branle-bas de combat pour essayer de résoudre le problème le plus vite possible. Donc, on aura toujours des personnes qui vont nous dire que la qualité de la donnée n'est pas suffisante, mais c'est justement pour ça qu'on est open source, justement ça c'est pour ces raisons-là qu'on essaye d'être aussi transparent que possible pour dire, écoutez, des fois, il y aura des erreurs, mais on s'efforce de les corriger le plus vite possible. Et par contre, les données historiques sont relativement solides parce qu'elles ont été vérifiées, etc. Donc, c'est juste la donnée temps réel qui, de temps en temps, peut être un peu fausse, mais on s'efforce de la corriger le plus vite possible. Comment on fait pour rentrer en contact avec tous les pays comme ça, surtout avec des entités, tu disais, très liées au gouvernement?
C'est du fait de ta notoriété, enfin vos équipes évidemment. D'ailleurs, vous êtes combien d'ailleurs à travailler sur ce projet? Pardon. Alors, on est une petite vingtaine de personnes maintenant. D'accord. Voilà. OK et du coup, qui s'occupe de contacter, les pays, de garder la relation ouverte, pour que la donnée remonte? Est-ce que c'est facile et comment est-ce qu'il y a un challenge? Est-ce que vous challengez, les pays qui remontent pas encore de données pour les obtenir? Alors, on s'efforce de le faire de plus en plus, mais pour te donner un ordre de grandeur, une idée de la complexité, on a à peu près une centaine de différents acteurs qui nous donnent de la donnée. Donc au final, ça fait quand même beaucoup de relations à maintenir, surtout Ouais. pour 20 personnes. Donc c'est pour ça qu'on se base énormément sur notre communauté et donc notre communauté, au final, des contributeurs, eux, ont des relations avec tous ces différents acteurs et D'accord. c'est en réalité à travers eux qu'on essaie de maintenir les relations et maintenant, de plus en plus, on noue des relations privilégiées avec, certains fournisseurs de données, qui sont particulièrement critiques. Par exemple, en Europe, on peut mentionner, Ensoe, qui est en fait, l'agrégateur de tous les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité en Europe et avec eux, on a pas mal de bonnes relations parce que justement, ils nous donnent beaucoup de données et en plus, on les aide à remonter, les anomalies que nous détectons de notre côté. D'accord, OK. Hem, soyons un petit peu techniques derrière. C'est quoi les difficultés, technologiques liées à ce que vous faites? Il y a de l'IA, il y a du machine learning, il y a de la data science. Explique-nous un petit peu les métiers autour du site, enfin autour du fonctionnement du Ouais. site, pardon. Alors écoute, pour donner, premièrement une idée de ce qui se passe en fait, dans la machine, on va avoir des données qui vont être récupérées des fournisseurs de données. Ces données, c'est quoi? C'est de la production d'électricité par mode de production. Ça va aussi être des imports-exports. Nous, on récupère aussi tout un tas de données de marché, le prix de l'électricité, on va récupérer de la météo, on va récupérer tout un tas de choses. Toutes ces données-là, en fait, elles doivent être alignées dans le temps, par la suite dans notre, ce qu'on appelle le pipeline. Alignées dans le temps, pourquoi? Parce qu'on a des gestionnaires de données qui vont nous envoyer des données au pas de temps, horaire. Il y en a d'autres qui vont nous donner un pas de temps de la minute et donc tout ça, en fait, il faut l'harmoniser. Donc là, il y a un travail de data engineering qui est, assez conséquent. Tout ça, en fait, doit être fait en temps réel en plus. Derrière, on a une couche, qui va analyser la qualité de la donnée, détecter les anomalies. Donc là, on a, disons, une palette de différents systèmes, que ce soit on commence à regarder un petit peu pour faire du machine learning à ce niveau-là. Mais Mmh. sinon, on a, plutôt des règles qui sont mises en place. Par exemple, le fait que, on sait qu'en France, il faut qu'on ait un certain niveau de nucléaire. C'est quand même suspect si jamais à un moment donné, RTE nous disait qu'il y a 0 nucléaire en France. Donc ce genre de règles, sont codées. C'est des règles au passage que les contributeurs nous aident à faire. Donc n'importe qui peut aller sur notre GitHub pour aller, changer ces règles s'il faut. Nous, on les approuve derrière, donc on est un peu le garant de la qualité, mais n'importe qui peut contribuer. Donc on a cette partie, analyse de la qualité et une fois qu'on impute les données, c'est-à-dire qu'on va vérifier si la donnée est bonne ou pas bonne, on risque potentiellement de l'enlever du système si la qualité est insuffisante. Et là, derrière, il faut qu'on ait des algorithmes d'estimation, tout simplement parce que nos clients, au final, ils ont besoin de toujours avoir, une donnée dans le système. Si jamais, donc par exemple, un cas d'usage typique, c'est qu'on a des clients qui optimisent la charge de leur voiture électrique, basée sur nos données. On peut pas leur dire d'un seul coup: «Bah, tiens, on n'a pas de données aujourd'hui ou là tout de suite», parce que du coup, leur système va plus fonctionner. C'est pour ça qu'on a les algorithmes qui font en sorte de «bouffer les trous» entre guillemets. Et donc là, il y a toute une palette pareil d'algorithmes, beaucoup de machine learning qui va en fait apprendre des données passées pour essayer de faire la meilleure estimation possible, du présent, tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est la partie Qu'est-ce qu'on entend estimation. par machine learning? Attends, garde en Ouais, tête la vas-y, suite vas-y. de ton développement, juste pour donner aux gens une définition. Le machine learning, c'est quoi? Alors le machine learning pour moi, c'est, parce que je pense que tu vas trouver beaucoup de définitions, sur internet, mais, je trouve le mot assez bien, le mot anglais en fait assez représentatif. Donc c'est des machines qui apprennent et c'est tout simplement de passer, à travers beaucoup de données historiques, heu et d'avoir une machine qui apprenne de ces données historiques, comprendre ces structures pour ensuite pouvoir faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est-à-dire, faire une estimation de comment est-ce que cette donnée serait dans le futur alors qu'on ne l'a pas encore mesurée. Par exemple, un exemple concret, c'est, j'observe en fait l'historique de toute la production éolienne en France
Et ensuite, j'ai une machine qui va regarder toutes ces données historiques. Puis ensuite, je fais une prédiction ou une estimation actuelle basée sur ces données historiques. OK. Et donc du coup, je suis désolé, je t'avais coupé dans ton explication. Tu étais sur, Non, pas de souci. Donc, du coup, on a cette couche, en fait, estimation. L'estimation, on va l'utiliser pour les données temps réel. Ensuite, je mentionnais le cas d'usage qui est, je veux optimiser la charge de ma voiture électrique. Si je veux optimiser la charge de ma voiture électrique, ce que j'ai besoin, en fait, c'est d'une prédiction potentiellement sur les prochaines 24 heures ou sur les prochains jours, qui va me dire, mais quand est-ce que je pense que l'électricité va être la moins carbonée? Et ça, c'est le moment auquel je devrais placer en fait toute la charge de ma voiture électrique. Donc, au-delà des estimations qui sont uniquement temps réel, on a des prédictions aussi à 24 heures actuellement, mais on est en train de regarder pour faire plus long dans le futur. Et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle et du machine Ah oui. learning. On a une combinaison des deux qui en fait essaye de prédire l'état du système électrique dans le futur. Et là où ça Mais devient aujourd'hui, très compliqué, Vas-y, si vas-y, je peux me continue. permettre, juste sur cette petite partie, ce qui est très, très compliqué en fait dans ce problème-là, c'est que le système électrique est complètement couplé. Donc si jamais tu veux savoir à quel point l'électricité va être verte au Danemark, il faut aussi que tu saches, quelle va être, la prévision de la production en Suède, en Pologne, en Allemagne, quels vont être les Ouais. échanges qui vont avoir lieu et cetera. Donc en fait, on est obligé de faire une prédiction de toute la plaque européenne pour pouvoir faire, juste, une prédiction pour un pays. D'accord, OK. Bah, écoute, c'est très intéressant et justement derrière, on a la prédiction, tu es capable de la faire, mais en vérité, si je me trompe, pas, c'est encore très, difficile, balbutiant d'avoir, une réactivité des réseaux, en temps réel, ou, une réactivité des réseaux en temps réel. Tu vois, c'est si j'ai de l'électricité propre à un instant T, de basculer, mes charges, mes utilisations, gourmande. Là, on est vraiment dans du smart grid, tu vois? Et ça, c'est pas encore, OP. Enfin, tu vois, il y a pas encore vraiment à ma connaissance, de logiciels qui permettent de piloter tout ça. Donc tu vas avoir de la donnée disponible grâce à Electricity Maps, mais on va en faire quoi, en fait? Ouais, c'est vrai on est un peu dans les, comment dire? Les early days, comme on dit en anglais. C'est un peu le début, de ce voyage, mais il y a des choses qui sont vraiment en train de se passer. Alors, tu vois, pour la petite histoire, moi, en fait, quand j'étudiais à Copenhague, j'ai écrit ma dissertation sur exactement ce sujet-là, en fait, de la flexibilité du consommateur et comment est-ce qu'il pourrait répondre à un signal prix. Donc, regardez beaucoup le signal prix. Et tu as des marchés où le signal prix est assez fort. Par exemple, au Danemark, le prix de l'électricité, il peut être négatif, il peut remonter, il est très volatile. Tu as d'autres marchés où c'est un peu plus plat. Mais en fait, dès que tu as un signal prix qui est fort, donc le prix de l'électricité change fortement, tu vois, d'une heure à une autre, et ben d'un seul coup, tu peux vraiment économiser de l'argent si jamais tu optimises ta consommation d'électricité. Donc, ce qui manque un peu dans le monde, c'est justement les structures de prix qui permettent à un consommateur d'être exposé à une volatilité, un changement de prix, et derrière d'avoir des systèmes qui puissent réagir. En fait, la crise énergétique qu'on est en train de vivre fait aussi que d'un seul coup, tes prix de l'électricité, en fait, ils commencent à varier de plus en plus. Et prends un exemple comme par exemple Google, ce que eux ils font maintenant depuis quelques années, c'est que tous leurs data centers optimisent le temps auquel ils vont lancer les calculs très gourmands et et tout l'entraînement de leur intelligence artificielle. Ils vont essayer de le placer au moment où l'électricité est la plus verte, mais aussi les moments où l'électricité est la moins chère, parce que les deux, en fait, sont Oui. relativement bien alignés. Et donc, si eux le font, au final, c'est vraiment qu'on commence à rentrer dans l'ère où ça va faire partie des solutions nécessaires à déployer si jamais tu veux effectivement arrêter d'émettre du CO2 dans le système. Il faut utiliser l'électricité renouvelable quand elle est présente, tout simplement. L'électricité bas carbone. Alors, je parlais de renouvelable à ce moment-là parce que le nucléaire n'a pas ce besoin-là. Le nucléaire peut faire du bas carbone tout le temps. Ah Et oui, donc, le d'accord. renouvelable, surtout, en fait, c'est lui qui introduit cette volatilité. OK, OK, OK. Non, mais c'est très clair et j'adore, les applications qu'on voit, donner la possibilité aux grands groupes, enfin un peu à tout le monde d'ailleurs d'utiliser, l'électricité, au moment où elle émet le moins de carbone et c'est d'autant plus intéressant et comme levier d'action que les grandes compagnies, commencent à s'intéresser et à travailler, du coup avec toi pour actionner, de ce côté-là. Du coup, par rapport à
Au recul que tu as avec toutes les données que tu vois défiler dans la journée, c'est quoi ton opinion personnelle sur les scénarios énergétiques enfin, de production d'électricité 100% renouvelables? C'est une bonne question, ça. Alors J'essaye. disons que c'est un problème multidimensionnel et je pense que quelqu'un qui formule une réponse trop courte sur ce sujet va en fait, comment dire, rater la complexité qui s'y cache en réalité. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses derrière ça. Déjà, c'est une question qui va dépendre énormément de la géographie. C'est pas du tout la même chose de tenter des scénarios. Donc par exemple, on va prendre le cas du Danemark. Le Danemark est assez exceptionnel dans sa situation parce que déjà de un, il y a énormément de vent. De deux, il est très très bien entouré, le Danemark. Il est entouré d'un côté avec la Suède et la Norvège. La Suède a pas mal de nucléaire, donc quand il y a pas de vent, on peut se reporter sur le nucléaire. La Norvège, qui au final a des barrages hydrauliques qui peuvent réagir très très vite en cas de manque de production. C'est pas du tout la même chose que de dire je prends un îlot et je mets des éoliennes et du solaire et puis on va voir comment je m'en sors. Parce que derrière, il y a toute la problématique du stockage qui t'y cache. La deuxième dimension, outre la dimension géographique, c'est la dimension du coût. La question, c'est quelles sont les ressources que tu as à ta disposition et quelles sont les technologies que tu as à ta disposition. Encore une fois, mettre du renouvelable et du solaire dans un système où tu as possibilité d'avoir de l'hydraulique en backup, en soutien ou du nucléaire, c'est pas du tout la même chose et ça va pas coûter le même prix. Et la considération finale, après, c'est quels sont les arbitrages que tu as envie de faire d'un point de vue environnemental. Parce que du côté nucléaire, on a par exemple, en fait, toutes les technologies ont des externalités négatives, en fait, ont des impacts sur l'environnement. La question, c'est comment est-ce que tu vas arbitrer les différents impacts. Donc, le nucléaire a le problème des déchets. L'hydraulique, au final, tu as bien le problème de l'écosystème que tu restreins quand tu commences à inonder toute une vallée. Donc au final, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères inonder la vallée, enterrer des déchets, importer des métaux? Qu'est-ce que tu préfères? Donc voilà, donc c'est une question super, super difficile et je pense qu'au final, il faudrait se mettre des objectifs qui soient neutres en technologie, c'est-à-dire dire: «Bon, ce qu'on veut faire, c'est arriver à un système bas carbone, sous telle et telle contrainte de prix» et puis ensuite on a un portefeuille de différentes technologies mais je trouve l'opposition toujours 100% renouvelable ou 100% nucléaire, en fait, je trouve qu'elle passe un peu à côté du problème. Il nous faut tout, en fait. On n'a pas le temps, de toute façon, de faire de choisir. Il va falloir qu'on fasse tout. J'adore ce que tu dis. J'adore ce que tu dis et putain, on est fatigué dans les médias d'entendre cette opposition permanente, mais qui est juste politicienne. En fait, il y a 2 raisons à ça. Elle est politicienne, déjà, parce que ça fait vendre et elle est aussi due à une ignorance crasse des gens qui parlent. Enfin, qui parlent sur les médias mainstream, je parle, hein, là, toi, non, évidemment. Mais ouais, voilà, c'est le constat que je fais, moi, en permanence. Hem, c'est quoi les ambitions d'Electricity Maps, la roadmap pour le futur, tes envies, toi, personnelles? Comment tu vois les choses? Alors écoute, on a fait un exercice l'année dernière qui a terminé sur notre vision, en fait, dans les 10 prochaines années. Et donc notre vision, c'est d'avoir un système de vivre dans un monde où on a un système électrique qui puisse donner de l'électricité bas carbone à n'importe quelle heure de la journée et puis dans n'importe quel endroit dans le monde. Donc au final, je peux te dire que notre vision, c'est d'avoir une Electricity Maps qui soit complètement verte tout le temps. Donc c'est extrêmement ambitieux et pour arriver à ça, pour l'instant, on se focalise énormément sur les consommateurs d'électricité, surtout les gros consommateurs d'électricité. C'est assez intéressant en fait parce que quand tu prends les très gros consommateurs d'électricité, ce qu'ils font en fait pour décarboner leur consommation, c'est qu'ils vont pousser les gouvernements à mettre en place les bonnes politiques. Et en plus de ça, dans les règles de comptabilité carbone, tu as aussi possibilité d'acheter de l'électricité à un acteur. Et si tu achètes de l'électricité verte, dans ce cas, tu peux te dire, mon électricité est verte. Mais dans cette opération-là, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils financent la transition. Parce que quand tu vas dire à un parc éolien, par exemple, je te garantis tes revenus sur les 20, 30 prochaines années parce que je t'achète ton électricité, d'un seul coup, il y a il y a un investisseur qui va vouloir créer ce parc éolien. Et d'ailleurs, j'adorerais si ce genre de pratique pourrait être répandu sur toutes les technologies bas carbone, tant qu'au final, ça décarbone le système.
Donc c'est pour Auquel ça tu qu'on se penses quand tu focalise, penses à ça? Auquel tu penses? tout simplement le nucléaire, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas imaginer qu'on puisse financer, du nucléaire à travers ce genre d'instruments? Tu as le solaire qui est vachement fait, mais le Bah le oui. le géothermique aussi, il y a plein d'autres technologies. Et il y a un truc auquel on ne pense pas, enfin l'épisode, 6 qui sortira, autour entre, consommation énergétique et bitcoin, le nucléaire qui a une énergie disponible en permanence, qui doit toujours s'effacer devant quand le renouvelable est abondant, on doit effacer, la production nucléaire pour laisser la place à la production renouvelable. On pourrait utiliser, cette énergie, nucléaire, abondante pour, miner du bitcoin et faire un rendement économique aux centrales. Voilà, on le fait avec des centrales hydrauliques. Enfin, je vais pas spoiler, l'épisode 5, vous allez aller écouter. Mais, qu'est-ce que tu en penses toi? C'est pas idiot? Et tu as exactement la même problématique qui se pose, sur l'hydrogène, par exemple. Et ce qui est très, très, très important dans ces 2 cas d'usage, c'est de faire en sorte, en fait, qu'on comptabilise correctement l'origine de l'électricité. Parce qu'actuellement, disons le standard pour comptabiliser l'origine de l'électricité, c'est fait au pas de temps de l'année. Donc ça veut dire qu'au final, ton bitcoin miner, on s'en fout de si jamais il tourne au moment où, le charbon est éteint parce qu'il y a plein de renouvelables sur le système, ou si jamais c'est un moment où il y a que du charbon dans le système, parce que de toute façon la comptabilité est faite au pas de temps de l'année. Et tant qu'on ne force pas les entreprises à faire une comptabilité au pas de temps de l'heure ou proche de l'heure, et ben au final on risque de passer à côté une très grosse opportunité de décarbonation du système. Et l'hydrogène actuellement, les règles européennes, c'est pas sûr qu'on tombe sur quelque chose qui soit au pas de temps horaire. J'ai très peur qu'on soit sur quelque chose qui soit plutôt au pas de temps du trimestre, ce qui serait extrêmement dommage. Ah bah, ouais, OK. Bon, Ce serait qu'est-ce du qui fait greenwashing, on va être clair, hein. ouais, mais du coup, qu'est-ce qui les drive dans ces décisions-là? Ah ben, il faut pas se leurrer, il y a aussi un agenda, purement économique qui est que si jamais je te force à faire tourner ton électrolyseur d'hydrogène uniquement au moment où, il y a de l'électricité bas carbone, ton électrolyseur, il va peut-être tourner, 5 du temps, 10 du temps, 20 du temps, je sais pas, mais en tout cas pas 100. Et c'est quand même mieux si ton électrolyseur, il peut tourner à 100 du temps. Parce que ton coût, il est fixe pour le coup. Bah oui. Donc il y a cette dimension-là qui est là, mais par contre, on va devoir y arriver à un moment donné. On va pas pouvoir avoir un système électrique où quand il y a plein de charbon qui est produit, on dit: «Bon, bah, c'est bon, mon électricité, elle est verte parce que, j'ai acheté l'électricité, et sauf qu'il s'avère qu'elle va être produite demain». Non, c'est pas possible. OK. Bon, écoute, très bien. Qu'est-ce qui te rend fier et heureux, toi, aujourd'hui? C'est une bonne question aussi. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'équipe qu'on a réussi à créer, et puis il y a l'impact, qu'on a réussi à avoir, sont 2 choses, dont j'éprouve beaucoup de fierté. Il y a, je pense, la manière dont on a construit l'équipe pour commencer. On a suivi un chemin un peu atypique. Ce qui est un peu moderne, à la mode, dans les startups, c'est de lever beaucoup d'argent, et ensuite, d'embaucher des très grosses équipes et de grandir très, très vite. Nous, on a choisi une direction un peu différente, qui est déjà d'essayer de gagner notre propre argent. Que pour moi, c'était une représentation qu'on fait quelque chose d'utile dans le monde, c'est quand les gens te payent, parce que quand ils te payent, c'est qu'ils ont quelque chose à faire de ce que tu leur livres, et derrière, ils vont vraiment, l'implémenter dans leurs produits, et cetera. Et ça nous a permis de créer une équipe, mais une équipe qui est vraiment, où on travaille dans des conditions qui sont très, très bonnes. On n'a pas forcément la pression d'avoir des gros investisseurs, qui nous disent: «Faut arriver à tel résultat», et cetera. On peut prendre le temps pour aller en profondeur dans les sujets, bien les comprendre, et c'est revalorisé derrière avec nos clients. Et donc du coup, ça crée une ambiance de travail, en fait, qui est très, très positive. Et la deuxième partie sur la fierté, pour moi, l'impact, en fait, de l'outil temps réel Electricity Maps, j'aurais jamais cru que autant de personnes s'intéresseraient du sujet. Et quand je vois, des personnes qui n'ont pas forcément un background très, très technique, ou qui sont pas experts dans la matière, qui vont s'intéresser, qui vont poser des questions, qui vont challenger du coup ce qui est dit dans les médias, et cetera. Je trouve que c'est quelque chose qui en fait a un impact, positif énorme. L'information, en fait, dans le monde, est, surtout dans les quelques dernières années, je trouve, elle a été, d'évaluer tout le mouvement Trump, les fake news, et cetera. C'est exactement pour ça qu'il faut, mettre de l'information, qui soit, comment dire, validée par des gens, et qui derrière soit communiquée de façon simple et intuitive. Ça a une valeur extraordinaire. Du coup, bah oui, c'est une bonne question.
vous envisagez de vous associer ou de faire vous-même, de la création de contenu, éducatif autour de ces sujets-là, basés sur, toute la donnée qui est remontée? Bon, il y a des gens qui le font très bien, hein, on pense, on fait un petit coucou aux réveilleurs. Ouais. Mais vous, de votre côté, en termes de, bah, voilà, tu pourrais avoir quelqu'un ou 2 personnes, avec des revenus qui vont arriver, qui vont être générés pour justement, accroître ce côté un peu éducatif, non? Alors, on essaye de le faire, effectivement, ça fait partie de nos ambitions. Il y a quelques petites choses qu'on essaye de faire avec les moyens du bord. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire déjà, c'est d'avoir un maximum d'impact et de faire en sorte qu'on puisse permettre à d'autres personnes d'avoir un impact. Donc, des personnes qui ont envie de créer du contenu, en général, on leur donne accès à la donnée gratuitement. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de créer du contenu et qui sont curieux de creuser dans la donnée, venez nous parler. On publie chaque année aussi une vidéo qui est en fait une vidéo accélérée de l'Electricity Map. En fait, on prend une capture d'écran de l'Electricity Map toutes les heures de l'année dernière et on D'accord. compile ça dans une vidéo qu'on met sur YouTube. Donc c'est du contenu que seuls nous pourrons créer actuellement parce qu'on a accès à nos systèmes. Euh, et après, on essaye de publier du contenu de très très haute qualité qui vise plutôt les experts de la comptabilité carbone sur un peu nos points de vue sur quelles sont les règles qu'il faudrait mettre en place sur la comptabilité carbone. Et là, on a tout un blog qui est assez intéressant que vous pouvez suivre. Mais c'est plutôt du contenu expert en fait. Et j'aimerais bien par la suite qu'on puisse être un peu plus mainstream et ça pourra arriver. Bon, bah, écoutez, si on passe un message, en anglais, en français, s'il y a un créateur de contenu qui veut, se mettre au service, et donner des conseils déjà, heu, il est le bienvenu. Hem, Est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui encore, qui t'inspire, dans le monde? Est-ce qu'il y a, pardon, ça a coupé. Une personnalité, des personnalités qui t'inspirent? Bah écoute, je trouve que c'est de plus en plus dur. Je vais être très franc. Pour être très honnête, il y a des personnes qui font des choses bien. Je sais que à l'époque, justement, tu vois, quelqu'un comme Elon Musk, je trouvais que c'était génial ce qu'il avait réussi à faire avec Tesla. Et je dois t'avouer que les dernières, j'ai envie de dire, années m'ont vachement refroidi sur le sujet. Des personnes que je vais vraiment admirer sont des personnes en fait qui sont très rationnelles et qui ont une capacité de, de comprendre le monde dans son entièreté. Donc il y a des personnes comme Vaclav Smil. Je vous invite à lire ses bouquins qui sont exceptionnels, très quantifiés sur le monde, l'état du monde et à quel point ça va être difficile de décarboner. En France, on a quand même des personnalités qui sont très très intéressantes. Je pense à Philippe Biwix par exemple, que j'adore à chaque fois qu'il fait un peu qui peint son avenir optimal avec les low-tech, etc. Je trouve que c'est des mouvements très inspirants et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont se passer dans les prochaines décennies. Tu me glisseras les 2 noms, en off dans un Ouais, message? bien Je sûr. puisse mettre les liens, dans l'épisode. Bah, écoute, on arrive au terme de l'interview. Heu, Bah, c'est ta minute promo, Olivier. Je t'invite à faire la promotion que tu veux ou passer un message, c'est toi qui vois. Tu es complètement libre. D'accord. Bah, écoutez, j'invite tout le monde à, si vous ne l'avez pas déjà fait, à visiter Electricity Maps pour vous faire une idée de l'état de la décarbonation du système électrique dans le monde entier. Si jamais il y a des personnes qui sont plus techniques ou plus expertes et qui ont envie de nous filer un coup de main, je vous invite à consulter notre GitHub pour nous filer un coup de main sur toute la partie open source. Et si jamais il y a des personnes qui sont basées dans les pays nordiques ou à Copenhague, on recrute. Tout le monde est à Copenhague par contre, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. On cherche toujours des personnes motivées, talentueuses et intelligentes. Eh bah, c'est super. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on a passé le sujet de façon un peu peut-être high level. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à Olivier, ils te contactent sur LinkedIn, j'imagine? LinkedIn, Twitter, un peu partout comme ils le souhaitent. Voilà, et puis, bah, ça fera peut-être l'objet de d'autres épisodes plus tard. Si vous avez des questions, vous me les envoyez. Moi, je collecte, je recueille et peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un épisode, plus en détail sur certains sujets, certaines thématiques.
Et je rebondis d'ailleurs en promo personnelle. Donc, si vous faites l'acquisition de NFT Planète Ingé, donc sur planèteingé.uncut.fm, vous devenez membre du collectif. Membre du collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez l'occasion de participer en live aux émissions, de poser vos questions aux invités. On est au balbutiement, au lancement, mais les prochains épisodes seront sur ce format-là. Donc peut-être que ce sera l'occasion de réinviter Olivier et de l'avoir avec nous sur une session de questions-réponses. Merci beaucoup Olivier. Tu restes avec moi pour la question bonus. Mais en tout cas, c'est la fin de cette interview. Merci. Merci. Bon, finalement, on n'a fait qu'une partie. C'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Je voulais juste te poser Bien une sûr. dernière question, une question bonus. Si le projet Electricity Maps devait se casser la figure demain, qu'est-ce que tu referais? Quoi tu recommencerais? Ce serait quoi ton nouveau but, ton nouveau projet coup de cœur, pardon? Eh ben, écoute, si jamais je devais travailler sur un autre projet, je pense que j'essaierais de faire un jeu vidéo sur la transition énergétique, une sorte de SimCity, de la transition énergétique. Je trouve que ça manque et ça m'exciterait pas mal de jouer à ça. Écoute, c'est super. Moi, je te conseille, dans ce cas, tu te rapproches de Arthur Delassus, mon invité de l'épisode 1, d'Horizon Décarboné. Il fait des ateliers de réduction d'empreinte carbone des citoyens. Et si vous vous associez ensemble, vous ferez un super jeu vidéo, j'en suis sûr. Mais j'écouterai avec intérêt. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Bien sûr. Merci à toi. Ciao. Ciao. Stop. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous. Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités. Donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.